Les autorités ecclésiastiques se sont immédiatement rendues sur les lieux pour punir ceux qui ne sont pas. Bâtir, construire, monter des trucs. J'ai toujours été passionné par les jeux de construction. Toute ma vie, les structures complexes, les assemblages, les ponts surtout, n'ont cessé de me fasciner. Très tôt, j'ai su que je voulais devenir ingénieur. Une profession dont je tire aujourd'hui beaucoup de fierté et qui me passionne toujours autant qu'à mes débuts. Quand j'étais admis à la Corporation des ingénieurs du Québec, j'ai prononcé un serment solennel d'intégrité qui engageait ma responsabilité. On m'a aussi remis l'anneau de fer martelé, symbole de notre profession. Des collègues m'ont alors raconté une légende, à l'effet que le fer ayant servi à fabriquer cet anneau provenait des décombres du premier pont de Québec, qui s'était effondré à cause d'erreurs d'ingénierie le 29 août 1907 et avait entraîné des dizaines d'ouvriers dans la mort. Ils m'ont dit que l'anneau rituel devait nous rappeler cet événement, afin qu'on n'oublie jamais les énormes responsabilités qui pèsent sur nos épaules d'ingénieurs et notre devoir d'humilité devant les éléments. Car l'arrogance des hommes est sans borne, et les défis que nous nous efforçons de relever excèdent parfois les compétences de nos meilleurs cerveaux. Ayant grandi à l'ombre du pont de Québec, j'ai voulu en savoir plus sur son histoire tragique, sur les morts qui ont entouré sa pénible naissance. Voici donc les résultats de ma recherche, de mon enquête. C'est en 1887 que l'histoire du pont de Québec commence officiellement. Cette année-là est créée la Quebec Bridge Company, qui a pour mandat de mener à bien la construction d'un pont ferroviaire reliant les deux rives du Saint-Laurent près de la ville de Québec. Dès sa fondation, la compagnie est sous la présidence du maire de la ville de Québec, Simon-Napoléon Parent. Les 10 premières années sont consacrées aux études savantes et au financement de la gigantesque entreprise. C'est au terme de cette période que prennent place les principaux protagonistes du drame qui va se jouer en 1907, comme l'explique M. Michel Lébreux, l'auteur d'un ouvrage fascinant sur l'histoire du pont de Québec, qui m'a beaucoup aidé à comprendre les dessous de la catastrophe. À l'été de 1897 s'est tenu à Québec le congrès de l'American Society of Civil Engineers. Et ce congrès réunissait des ingénieurs qui venaient d'un peu partout dans le monde, dont Theodore Cooper, qui avait déjà à l'époque 57 ans. M. Cooper s'intéressait au projet du pont de Québec puisqu'il voulait que ce projet devienne un peu le couronnement de sa carrière. Theodore Cooper est une des figures dominantes du génie civil américain à la fin du 19e siècle. Il a construit des ponts d'acier à Saint-Louis, à Pittsburgh et à New York, et est considéré comme un des plus grands spécialistes en la matière. Après avoir été président de l'American Society of Civil Engineers pendant plusieurs années, il jouit d'une réputation irréprochable, au Canada comme aux États-Unis. Il a profité de sa visite à Québec pour rencontrer les officiers de la Compagnie du pont de Québec. Il a visité les lieux où on projetait de construire le pont. Et également, M. Cooper a fait part aux officiers de la Compagnie de son expertise. Et le 6 mai 1900, Theodore Cooper devient ingénieur consultant pour la Compagnie du pont de Québec. Après consultation avec d'autres spécialistes des structures d'acier, comme les établissements Eiffel de Paris, les responsables de la compagnie adoptent les suggestions de l'ingénieur Cooper en choisissant une structure dite cantilever, une structure révolutionnaire à l'époque, mais qui a déjà fait ses preuves. C'est vraiment le genre de construction qui fascine tous les ingénieurs comme moi et comme mon confrère Bruno Massicotte. Cantilever en anglais, c'est cantilever qui veut dire porte-à-faux en français. Un porte-à-faux, donc c'est tout simplement un système avec deux appuis sur lequel on vient déposer une poutre, mais une poutre qui excède d'un côté. On fait ça des deux côtés, donc c'est deux structures avec un porte-à-faux, ou cantilever en anglais. Et après ça, on vient hisser ou joindre ces deux structures-là par une autre poutre là, qui joint les deux poutres qui étaient déjà avec une partie en porte-à-faux. Une des merveilles d'ingénierie de l'époque est le pont Firth of Forth à Édimbourg, en Écosse. Un pont cantilever unique au monde.
Le Firth of Fortbridge, à l'époque, était le pont cantiléver le plus long, puisqu'il avait 1710 pieds de portée libre entre ses piliers principaux. Le plan original du pont de Québec devait mesurer 1600 pieds. Cooper voulait faire du pont de Québec le pont le plus long, le pont cantiléver. Alors, c'est la raison pour laquelle la première décision qu'il a prise en tant qu'ingénieur consultant, ça a été de dire le pont de Québec n'aura pas 1600 pieds, mais plutôt 1800 pieds. L'arrogance de Cooper coûtera cher aux ouvriers du pont de Québec. Mais le monde connaît alors une véritable explosion de progrès techniques. Et on commence à croire que la science mise en application par les ingénieurs viendra à bout de tous les maux de l'humanité. Illusion que partagent encore aujourd'hui de nombreux technologues. Bref, au début du XXe siècle, l'acier est considéré le matériau noble par excellence. Et les ingénieurs rivalisent d'audace pour réaliser des ouvrages qui soient à la fois utiles et élégants. On est toujours à la recherche, si on veut, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de construction qui vont permettre d'aller plus loin. Et l'acier constitue un matériau extrêmement performant pour vaincre des obstacles techniques qu'on avait de la difficulté à faire auparavant. De véritables dentelles de fer et d'acier se dressent dans le ciel des métropoles du monde. Certains, comme Gustave Eiffel, par exemple, érigent des monuments à leur propre gloire. Le chemin de fer lui-même va devenir un consommateur extrêmement important de produits en acier. Alors, les rails, bien sûr, une bonne partie du matériel roulant de chemin de fer est en acier. Mais l'acier, dans les structures des ponts en particulier, va devenir le matériau le plus important parce qu'il est beaucoup plus dur, plus rigide, donc une capacité, une résistance bien supérieure dans des constructions de taille de plus en plus grande. C'est à cette époque que les ingénieurs célèbrent avec le plus d'enthousiasme le mariage du fer et de l'acier, en érigeant de véritables monuments autour du chemin de fer. Et donc, en fonction des obstacles qu'on rencontre sur les voies ferroviaires, on doit construire des ouvrages de plus en plus longs, de plus en plus considérables et capables de prendre des charges de plus en plus grandes. Et il y a une certaine émulation entre les ingénieurs pour construire le meilleur ouvrage, le plus long, celui qui va faire époque, si on veut, lancer sa carrière possiblement. Et le pont de Québec est un petit peu un ouvrage hors norme, disons. La pose de la pierre angulaire du premier pilier d'ancrage du pont sur la rive nord est l'occasion ce jour-là d'une cérémonie grandiose, où le premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, et Simon-Napoléon Parent, récemment désigné premier ministre du Québec, rivalisent d'éloquence lyrique. Cette cérémonie marque le coup d'envoi d'un immense chantier qui mobilisera à l'extrême limite les ressources d'ingéniosité et de hardiesse de l'époque. Déjà, à la veille de l'inauguration des travaux, on qualifie le futur pont de Québec de 8e merveille du monde. Des optimistes prévoient établir un record de vitesse et inaugurer le pont en 1903, mais les plus réalistes ne voient son achèvement qu'en 1908. Plus de 350 ouvriers se relaient jour et nuit dans les caissons, au fond du fleuve, pour en creuser le lit jusqu'au roc, afin d'y ancrer les piliers du pont. C'est une boîte, tout simplement une boîte qui serait ouverte à son extrémité, qu'on met à l'envers. Donc, on met l'ouverture vers le bas et on descend cette boîte-là dans le fleuve. Évidemment, le poids de la boîte va faire en sorte qu'elle va avoir tendance à s'enfoncer vers le fond de la rivière, ce qui est normal. Mais une fois que cette boîte-là est vraiment descendue au fond de la rivière, il faut venir l'appuyer correctement. Il faut aussi chasser l'eau qui est à l'intérieur. Donc, on vient remplir d'air qui est le dessus de la boîte pour faire en sorte que l'eau descende progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne le fond de la rivière. Et là, les ouvriers peuvent pénétrer, commencer à excaver. Lorsqu'on ressortait des caissons, après 1h30, 2 heures de travail maximum, souvent on saignait des yeux, des oreilles et du nez, tellement c'était dur de travailler dans l'air comprimé. Plusieurs y ont même perdu la vie. Alors, ces gens-là recevaient $1 de l'heure pour pouvoir travailler dans les caissons. Ayant moi-même fait de la plongée sous-marine dans ma jeunesse, je sais à quel point ce travail pouvait être dangereux pour les ouvriers de l'époque, qui ignoraient à peu près tous des risques auxquels ils étaient exposés. On ne peut pas sortir à l'air libre très rapidement. Il faut passer par des stades de décompression. Les gens qui font de la plongée sous-marine vivent le même problème. Donc, il faut sortir
tranquillement, ce qui n'était pas connu, ces problèmes-là. Donc, les gens sortaient très rapidement et ils avaient des problèmes, donc ça créait des problèmes de santé qui peuvent causer jusqu'à la mort dans certains cas. On disait même que la seule façon de pouvoir réussir à passer au travers, c'était d'ingurgiter des quantités phénoménales de boissons. Et ça a donné lieu, évidemment, à d'autres problèmes. On dit que, bon, certains sont devenus alcooliques, d'autres ont souffert de troubles psychologiques. Ça a donné lieu à beaucoup d'agressivité, il y a eu des batailles. Certains employés ont dû même être emprisonnés puisqu'ils travaillaient dans des conditions terribles. Olivier Musique présente la collection Coup de cœur. Les plus grands artistes réunis dans une même collection. Mouloudji, Yves Montand, les compagnons de la chanson, Charles Trenet, Claude François, les Gypsy Kings, Adamo. Plus de 20 albums vendus séparément à un prix exceptionnel. La formidable collection Coup de cœur, en vente partout. Voyez comment sa soif d'or, de diamants, de perles et d'ambre a poussé l'homme à détruire tout en façonnant le monde. Les trésors de la Terre. Mardi 16h30 sur Historia. 13 Palestiniens froidement assassinés par les services secrets israéliens. Des révélations percutantes sur une vengeance ultra confidentielle. La liste Colta à assassinat politique. Mardi 20h sur Historia. En septembre à Super Écran, l'été est loin d'être terminé. La saison de toutes les passions se poursuit avec Fish and Chips, Boatman, Amour, Piment et Bossa Nova, les pionniers de l'espace, Regard dangereux, Garde Betty, Hochelaga, moi-même et Irène. Une programmation bouillonnante d'aventure et de passion vous attend en septembre. Abonnez-vous dès aujourd'hui et vivez l'expérience Super Écran. La guerre du Vietnam. Deux idéologies s'affrontent. Plus de 8 millions d'Américains sont envoyés au front. Au moins 50 000 y laissent leur peau. Revivez ce moment charnière de l'histoire lors de la semaine guerre du Vietnam. L'affaire du golfe Tonkin, mardi 22h sur Historia. Du début du siècle à nos jours, ils ont donné au sport national ses lettres de noblesse. Revivez les grands moments du hockey avec ceux qui les ont vécus. Le legs de Lord Stanley à Légende du hockey, mercredi 17h sur Historia. Des mystères et secrets derrière des personnages. Des endroits et des événements qui ont captivé l'imagination de l'humanité depuis des siècles pour devenir légendaires. Sir Francis Drake, à Légende de l'Histoire, jeudi 21h sur Historia. Les premières années du chantier, on compte 300 tailleurs de pierre répartis entre la carrière de Saint-Marc et le site, ainsi que 200 maçons affectés à l'érection des piliers. Aussitôt ceci achevé, une armée d'ouvriers spécialisés s'affaire à l'assemblage en hauteur des sections de la superstructure, amenée à pied d'œuvre par convoi ferroviaire spécial de Phoenixville, en Pennsylvanie, là où se trouvent les hauts fourneaux de la Phoenix Bridge Company, l'entreprise mandatée pour la fabrication des éléments de ce gigantesque jeune mécano. Il s'agit d'une société bien établie, qui a déjà à son actif plusieurs ponts d'acier, dont un seul s'est écroulé jusqu'alors. Un pont de quelques centaines de mètres enjambant le Saint-Laurent à la hauteur de Cornwall, en Ontario. Il s'est effondré en octobre 1898, lorsqu'un des piliers d'assises mal ancrés au fond des rapides du Lonceau a été emporté par le courant. Mais la réputation de la Phoenix Bridge n'a nullement souffert de cet accident, qui a coûté la vie à une quinzaine de travailleurs affectés à l'assemblage du poutrelle. Nous verrons que la distance qui sépare Phoenixville, New York et Québec
aura une incidence tragique sur la suite des événements. Il y avait sur le chantier entre 100 et 150 ouvriers qui y travaillaient. Et là-dessus, fort probablement un peu plus d'une centaine d'ouvriers qualifiés, soit des monteurs de structures d'acier. Et parmi ces monteurs, on trouve plusieurs Amérindiens. À l'époque, probablement la moitié des monteurs sont Amérindiens, une cinquantaine qui proviennent tous de la réserve de Kahnawake, près de la ville de Montréal. Les Indiens, comme on les appelle encore à cette époque-là, sont réputés pour leur force et leur endurance. J'ai souvent lu qu'ils seraient insensibles au vertige. C'est vrai que les archives des compagnies confirment le fait qu'ils étaient à l'aise dans les charpentes d'acier, qu'ils étaient habiles à river et à travailler en hauteur. Donc ça, c'est pas un mythe, c'est vrai. Ce qui est un mythe, c'est de dire que c'est dans le sang ou qu'ils sont venus au monde comme ça. Ça n'a aucun sens puisque les Mohawks sont fortement, biologiquement parlant, métissés depuis très longtemps. Il y a 2 occasions qui amenaient les Mohawks à travailler sur les charpentes d'acier. Vers 1850, lors de la construction du pont Victoria, la compagnie avait besoin de grosses pierres pour la construction du pont Victoria. Donc, on a découvert ce genre de pierres-là à Kahnawake. Donc, il y a eu une entente entre les chefs de Kahnawake et la compagnie pour fournir des pierres. Et les Mohawks transportaient ces pierres-là jusqu'au pont Victoria. Et aussi, l'entente, c'était que ça allait fournir du travail aux Mohawks. Le travail que ça allait fournir, on avait prévu que les Mohawks allaient transporter avec des manœuvres un peu dans la basse hiérarchie à simplement transporter des choses, mais on a réalisé rapidement que les Mohawks avaient tendance à vouloir monter dans les structures puis d'apprendre le métier difficile qui était de river les boulons dans les charpentes d'acier, ce qui était assez complexe. Et là, on a entraîné pour la première fois une équipe de 4 équipes de Mohawks lors de la construction du pont Victoria. Dès lors, les Mohawks acquièrent une réputation de monteurs d'acier, qui les amène à participer à plusieurs grands chantiers au tournant du siècle. À l'époque, ces monteurs touchent un salaire très, très intéressant, soit 5 $ par jour, et travaillent habituellement 6 jours par semaine, donc touchent 30 $ par semaine. Qui est approximativement le double de ce qu'un ouvrier qualifié à l'époque dans la ville de Québec ou même à Montréal pouvait toucher. Et il faut également ajouter que ces monteurs ne travaillent pas l'hiver. Il n'y a pas de construction qui s'effectue l'hiver, ou encore vers certains jours de pluie. Lorsqu'il pleut, la surface risque d'être glissante, alors ils ne travaillent pas. Alors, la compagnie, à l'époque, paye évidemment le transport de ces ouvriers, leur résidence, jusqu'à leur lieu de travail. Et en août 1907, un mois avant que le pont s'effondre, il y a eu une grève de 3 jours parmi ces ouvriers, 130 ouvriers qui sont mis en grève pendant 30 jours parce que la compagnie refusait de payer le billet de retour à leur résidence d'un certain nombre de monteurs. Mais enfin, la chose s'est réglée la semaine suivante. Vers la fin de l'été 1907, la superstructure de la rive sud est presque terminée, tendant son bras en dentelle d'acier vers la rive nord, où les bases d'une structure correspondante commencent à prendre forme. Cette dernière doit s'élancer au-dessus du fleuve l'été suivant pour venir à la rencontre de la travée sud et se joindre à elle au cours de l'été 1909, si tout va comme prévu. Mais le pire se produit le 29 août, et c'est la catastrophe. Horrible. Vers 17h30, le train chargé d'approvisionner les ouvriers en pièces d'acier s'engage sur la travée sud du pont. Les 2 wagons contiennent 90 tonnes d'acier. À mi-chemin entre le pilier d'ancrage et le pilier d'assise, les 3 hommes présents dans la locomotive ressentent une première secousse. Puis ils entendent un grand craquement. Lentement, puis de plus en plus vite, la gigantesque superstructure bascule vers le gouffre, entraînant le train et ses occupants, ainsi que des centaines d'ouvriers dans les eaux bouillonnantes du fleuve. Dans le grincement de l'acier qui se tord, on perçoit les hurlements des hommes qui tombent. L'effondrement est entendu à des kilomètres à la ronde, et le sol tremble jusqu'à l'île.
Les maisons des alentours sont secouées comme par un grand vent. Un geyser s'élève dans le ciel et retombe en une pluie de gouttelettes sur l'amas d'acier tordu qui jonche maintenant la rive sud du Saint-Laurent. Des centaines de témoins incrédules voient cette merveille d'acier qui faisait leur fierté s'écrouler en moins d'une minute dans un immense nuage de poussière. La catastrophe du pont de Québec a donné lieu à des scènes déchirantes. Dans l'espace de quelques minutes, évidemment, il y a des centaines de personnes qui se sont rendues au pont de Québec pour constater que c'était bel et bien arrivé, puisqu'en tout premier lieu, on croyait que c'était un tremblement de terre. On a quand même entendu le bruit plusieurs milles à la ronde. Et lorsque les gens sont arrivés, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient pris dans l'acier. Pour déloger certains, on a dû leur couper un bras ou une jambe. D'autres qui étaient pris par la taille, on se sentait un peu impuissant, on ne pouvait rien faire pour les déloger. On raconte qu'à peu près tous les médecins, les curés du coin sont venus pour donner les derniers sacrements ou essayer de soulager les souffrances de ces ouvriers, dont plusieurs sont morts noyés puisque la marée s'est mise à monter dans les minutes qui ont suivi et plusieurs sont morts noyés à ce moment-là. Ce soir-là, des cent et quelques ouvriers qui travaillaient sur la superstructure sud de quelques heures plus tôt, 70 manqueront toujours à l'appel. Une dizaine de corps auront été repêchés et autant de survivants, dont plusieurs blessés graves et quelques miraculés. Et parmi les victimes, il y avait 33 Indiens qui demeuraient tous à Caughnawaga, qui est maintenant Kanawaki. Il y avait 17 Américains, dont la plupart étaient des ingénieurs ou des gens qui occupaient des fonctions importantes au sein de la Phoenix Bridge Company. Et il y avait 26 Québécois, dont 21 demeuraient à proximité du pont, Saint-Romuald, New-Liverpool et Sillery sur la rive nord. Parmi les 21 qui demeuraient dans la région, il y en avait 4 de la même famille, la famille Hardy. Et pour ajouter au malheur de cette famille, en 1939, il y en a un 5e qui est décédé au moment où il faisait la peinture du pont. Alors, ces gens-là sont aujourd'hui enterrés dans le cimetière de Saint-Romuald, dans une fosse commune, et on a même élevé un monument épitaphe dans le cimetière, et c'est une pièce d'acier du pont. C'est un clocher qu'on a retiré des décombres après l'écroulement du pont, qu'on a converti en monument épitaphe qui est installé sur la fosse commune où sont enterrés les membres de la famille Hardy. À Kanawagi également, on élèvera des monuments à la mémoire des nombreux disparus. On peut encore les apercevoir, l'un dans le cimetière, l'autre sur la route du village. C'était un drame pour Kanawagi, puisque la moitié des travailleurs de l'acier, à ce moment-là, on estime qu'ils étaient à peu près 75. La moitié ont péri dans l'effondrement de ce pont-là. Imaginez dans un tout petit village là, de quelques milliers de personnes, quel l'impact ça a eu, le fait que 33 personnes meurent. Donc, après ça, évidemment, les mères de clan ont fait des pressions. Les hommes étaient attirés de plus en plus vers ce genre de métier-là. Mais les mères de clan ont exigé, ont demandé aux hommes de disperser dans différents chantiers pour que ça ne se reproduise plus. Et ils sont allés au Canada, aux États-Unis. À un moment donné, vers les années 30, il y avait un quartier, Mohawk, à Brooklyn, à New York. Il y avait environ 400 Mohawks qui vivaient là. Donc 20% de la population de Kanawagi vivait à Brooklyn, à New York. Mais revenons à notre drame. Au lendemain de la catastrophe, le premier ministre du Québec, Lomer Gouin, décrète que la fête du travail, le lundi 3 septembre 1907, sera une journée de deuil national. Michel Lebrun nous signale que ce jour-là, lors d'une réunion d'urgence des actionnaires de la compagnie, l'ingénieur McClure apprend à l'Assemblée que la tragédie aurait pu être évitée. Voici pourquoi. M. Cooper avait engagé un jeune ingénieur du nom de McClure, qui était un peu les yeux de Cooper à Québec. Alors, ce dernier était peu expérimenté et il produisait des rapports à Cooper régulièrement. Alors, c'est vraiment le 28 août 1907, la veille de la catastrophe, que M. McClure a décidé de prendre le train à Québec pour aller rencontrer M. Cooper à New York. Il est arrivé le lendemain à New York avec un croquis qui avait été dessiné par l'ingénieur Arthur Brooks. Vers 11 heures, les deux hommes se rencontrent dans les bureaux new-yorkais de Cooper. M. McClure lui a parlé des problèmes qu'on rencontrait dans la structure. Il lui a montré le croquis de l'ingénieur Brooks
Et probablement pour la première fois, Cooper a réalisé la gravité de la situation. Tandis que Cooper envoie un télégramme à Phoenixville pour demander de n'ajouter aucune charge supplémentaire sur le pont, McClure se précipite à la gare et prend le train pour Phoenixville afin de discuter des mesures à prendre. Dans sa hâte, il n'a pas le temps d'envoyer un télégramme à Québec pour exiger l'arrêt des travaux. Lorsque McClure arrive à Phoenixville vers 5 heures, il s'entretient avec M. Deans, le président de la compagnie. Les deux hommes sont alors convaincus que le travail a cessé sur le pont, puisque le 28 août, devant les problèmes apparents, les ouvriers ont refusé de travailler. Mais le 29 au matin, on a réussi à les convaincre de continuer le travail. Alors, pendant toute la journée du 29 août 1907, on a continué d'ajouter du métal, le pont a continué à être construit. Et à 5h37 de l'après-midi, quelques minutes seulement après que M. Deans et McClure aient convenu de se rencontrer le lendemain matin, à Québec, on a entendu un craquement épouvantable et tout ce qui avait été construit du pont s'est écroulé comme un château de cartes. J'ai découvert dans les archives de l'Université Laval à Québec une chanson qui montre bien, je crois, à quel point cette tragédie a agi sur l'imaginaire collectif de la population québécoise. Le pont de Québec qui s'abîme entraîne avec lui dans l'abîme les ouvriers du Québécois. Fabriquons toujours le whisky Jack Daniels, comme le faisait Jack Daniel lui-même en 1866. Une seule gorgée, et vous comprendrez pourquoi. Le whisky du Tennessee, Jack Daniels. La citadelle de Québec. La Dominion Corset. L'Université de Montréal, le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, les orgues Casavant, découvrez la mémoire des hauts lieux de notre patrimoine, les grandes institutions du Québec, lundi 21h sur Historia. Des crimes jamais élucidés, de sombres affaires toujours controversées, de nouvelles hypothèses étonnantes, assassinats politiques, des dossiers confidentiels, des révélations dérangeantes, des témoignages exclusifs, la face cachée de l'histoire. Prenez rendez-vous avec la vérité. Les mardis soirs dès 20h, voyez Assassinat politique et la face cachée de l'histoire sur Historia. Je le fais 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Et toujours à l'aube, quand la ville dort encore un peu. J'aime ces balades, ces mouvements. Ça rythme ma journée. Vous me suivez? Bonjour et bienvenue à la chaîne culturelle de Radio-Canada. Information, musique et bonne humeur avec Richard Garneau. En semaine à 6h. Chaîne culturelle de Radio-Canada. La radio de toutes les cultures. Un portrait des grands de ce monde. Ils ont su, par leur courage, leur génie et leur personnalité, exercer une réelle influence sur leur époque et modifier le cours de l'histoire. Mao, le dernier empereur, à hommes et femmes d'influence, mercredi 20h sur Historia. À
l'hiver 1908, la commission royale d'enquête créée par le fédéral pour déterminer les causes exactes de la catastrophe dépose son volumineux rapport. Ses conclusions sont aberrantes. Les ingénieurs chargés du projet n'avaient pas les compétences nécessaires à sa réalisation et à aucun moment leurs calculs souvent erronés n'avaient été mis en doute ou même vérifiés. La principale cause d'effondrement des structures, c'est l'erreur humaine, qu'elle soit au niveau des gens qui font la conception, au niveau des gens qui font la construction ou les gens qui en font la surveillance. Le concepteur du pont, il possédait à ce moment-là, c'était l'œuvre principalement d'une personne. On connaît la tour Eiffel. Eiffel aussi fait des ponts de grande envergure avant de construire la tour et tout reposait sur ses épaules. Donc, selon les défis que les gens avaient relevés, selon leur talent, ben, ils réussissaient plus ou moins bien. Cooper avait une réputation d'un grand ingénieur. Il avait déjà donné son nom à des œuvres importantes dans le monde, de sorte qu'on avait une grande confiance en lui. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a retenu et qu'on a accepté plusieurs de ses décisions qui étaient en même temps des erreurs de jugement. Et le défi que s'était lancé Cooper dépassait de toute évidence ses capacités. Plusieurs éléments de preuve recueillis par la commission royale d'enquête viennent confirmer ce diagnostic. Par exemple, le 1er février 1906, il reçoit un rapport lui indiquant que le poids d'acier commandé excède largement le poids prévu dans les plans originaux. Toutefois, Cooper décrète alors que les tensions additionnelles sont sécuritaires et que le travail peut continuer. Sa confiance dans ses propres calculs est inébranlable. Il y a même 2 ingénieurs du gouvernement fédéral qui s'étaient aperçus, en examinant les plans du pont de Québec, qu'il y avait des lacunes importantes. Et on est intervenu auprès de Cooper pour lui demander de reviser les plans une fois que Cooper les aurait acceptés. Cooper leur a répondu « Je refuse de me placer en position de subalterne vis-à-vis qui que ce soit. » La structure était faite, on pourrait dire, trop élancée. Les membrures, les pièces étaient plus petites et certains effets que les gens possédaient mal ou certaines connaissances qui étaient plus ou moins bien documentées parce que la science était quand même nouvelle. Des ponts en acier de cette envergure-là, ça faisait pas un siècle qu'on en faisait, donc ça faisait peut-être un demi-siècle qu'on faisait des grandes structures comme ça. Et évidemment, la tendance est toujours de pousser plus loin, faire plus long. Et à ce moment-là, il y a certains principes qui étaient mal perçus. Cooper, par la suite, a été atteint, a été affecté énormément par la chute du projet. Ce qui devait être le couronnement de sa carrière est devenu un peu l'échec de sa vie. Cooper mourra le 24 août 1919, soit 12 ans presque jour pour jour après la catastrophe qui a mis fin à sa carrière. En 1908, la compagnie du pont de Québec est ruinée et donc incapable de poursuivre le projet. Mais le premier ministre canadien, Wilfrid Laurier, est plus que jamais convaincu que le pont doit être construit. Pour lui, le 20e siècle, c'est, comme il le dira lui-même, c'est le siècle du Canada. Et il prévoyait, dans un de ses discours, que le Canada compterait, dans 100 ans, donc en l'an 2000, maintenant, une population de 80 millions d'habitants. Il souhaite la construction d'un transcontinental supplémentaire, plus au nord, totalement en territoire canadien, et ce sera le transcontinental national. Et cette ligne, donc, part de Prince Rupert, sur la côte pacifique, et traverse les Rocheuses jusqu'à Winnipeg. Et de Winnipeg, traverse le nord de l'Ontario, à Cochrane, le nord de l'Ontario, le nord de l'Abitibi également, et donc traverse les villes actuelles là, de Amos, Lassar, Sainte-Terre, à Latuc, jusqu'à Latuc, en Haute-Mauricie, et ce chemin de fer aboutit à Québec et se prolonge jusqu'à Moncton. Donc, il est absolument essentiel, aboutissant à la ville de Québec, qu'il y ait un pont qui lui permette de traverser le fleuve Saint-Laurent. Dès les années 1850, Lévis aura un premier chemin de fer qui fait partie d'un réseau qui passe sur la rive sud du Saint-Laurent entre l'Ontario, Montréal, les cantons de l'Est et également Lévis pour se poursuivre jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, ce premier réseau, Québec en est exclu. Et c'est seulement à la fin des années 1870 qu'un premier chemin de fer, qui sera construit d'ailleurs par le gouvernement provincial, reliera Québec à l'ensemble des autres réseaux ferroviaires. Mais le problème, c'est qu'il n'existe aucun lien permanent permettant aux trains de circuler régulièrement entre les deux rives, à la hauteur de la ville de Québec.
il y a un service de traversier des wagons de chemin de fer qui est mis en place, qui permet de passer des chemins de fer qui aboutissent à Québec vers ceux de la Rive-Sud et de poursuivre leur chemin plus loin. Donc, Québec va reprendre une certaine importance dans l'ensemble des réseaux commerciaux à ce moment-là, et Lévis va en perdre à partir des années 1880-90. Et ce renversement-là est préalable, si on veut, à la construction du pont de Québec et de ses transcontinentaux. Le chemin de fer est à cette époque le principal ciment de l'unité canadienne, et le transcontinental est une priorité politique. Le gouvernement fédéral décide alors d'assumer à lui seul la construction d'un nouveau pont. Des appels d'offres sont lancés et rapidement des compagnies privées y répondent. La St. Lawrence avait présenté différents projets et on a décidé de retenir le devis B. Au moment de l'adoption du plan par le gouvernement fédéral, on s'est rendu compte que si on adoptait plutôt le devis X, qui était identique au devis B, on faisait une économie de 2 801 000 $. La seule différence entre les deux projets était que le devis X ne comportait pas de voies carrossables. Et comme en 1910, il y avait exactement 786 véhicules moteurs qui étaient enregistrés dans toute la province de Québec, on disait que ça ne justifiait pas l'installation d'une voie carrossable sur le pont. Alors, on a donc opté pour le devis X de la St. Lawrence Bridge. Le tout coûtera environ 5 millions de $, estime-t-on au début du nouveau projet. Bien qu'il reste des milliers de tonnes de structures prêtes à être montées et que les piliers de maçonnerie originaux soient toujours intacts, les ingénieurs chargés du nouveau projet rejettent complètement tout ce qui est relié à la première tentative. Ils ne gardent que le concept du cantilever. Quand les gens ont refait le nouveau pont de Québec, les membrures sont devenues beaucoup plus costaudes, beaucoup plus droites, beaucoup plus massives, évidemment en utilisant des facteurs de sécurité plus grands, en calculant aussi, en tenant compte de certains effets qui étaient mal connus à l'époque, des effets qui sont amplifiés lorsque les membrures sont élancées. Donc, en mettant des membrures plus costaudes, ces effets-là, qui sont indésirables, disparaissent ou deviennent beaucoup moindres. Et donc, on a changé, on a épaissi, grossi, on a fait une structure plus massive, plus costaude dans le deuxième cas. Mais le principe structural est le même. On confie à une entreprise de Québec le soin de déblayer les quelques 9000 tonnes d'acier tordu gisant dans le fleuve et de démonter les structures encore en place. Un énorme travail qui prendra 2 ans. On avait envisagé la possibilité d'utiliser l'acier du premier pont pour construire le deuxième, puisque au moment où le premier pont est tombé, il y avait seulement les 2/5 du pont qui étaient construits, et l'acier est arrivé à Québec au complet. Alors on savait qu'on réaliserait une économie appréciable si on pouvait utiliser le même acier. Mais les ingénieurs préfèrent utiliser un nouvel alliage, 40% plus résistant que l'acier du premier pont. De 1910 à 1916, les travaux sont menés rondement sur le chantier du nouveau pont de Québec. On a commencé par le côté nord, puisque sur la rive sud, on avait encore les débris de ferraille, qui ont été quand même pendant quelques années, qui ont été sur le rivage. Alors on a débuté la construction par la rive nord, et dès qu'on était en mesure de le faire, on a débuté le bras d'ancrage sud sur la rive sud. L'ouvrage se poursuit sans répit et les 2 bras cantilever progressent l'un vers l'autre à un rythme soutenu. La travée nord est complétée le 12 novembre 1915 et le bras sud le 28 juillet 1916. Les structures sont prêtes à recevoir la travée centrale au courant de l'été. Car contrairement au premier concept, les 2 travées latérales ne se rejoindront pas au centre progressivement, mais d'un seul coup, par l'ajout d'une travée centrale bâtie indépendamment du chantier principal. La travée centrale a été construite dans l'anse de Sillery. Et le jour où on rencontrerait les conditions favorables de marée, de vent, de température, on va l'amener sur des pontons flottants pour l'accrocher à des montants d'acier. Et à l'aide de criques hydrauliques, on va la soulever de 2 pieds à la fois. Comme il y a un espace de 150 pieds entre le tablier du pont et l'eau à marée haute, ça nécessite donc 75 opérations de 2 pieds. L'achèvement de la 8e merveille du monde donne lieu à une grande fête populaire. 100 000 curieux et des dignitaires se massent sur les rives du fleuve, où la navigation sera interrompue dès 5 heures du matin, en ce lundi 11 septembre 1916.
À 4h40, 5 remorqueurs tirent les pontons soutenant la travée vers le milieu du fleuve. Les destroyers de la marine canadienne empêchent les embarcations pleines de curieux de s'approcher trop près. À 6h35, la travée est en position sous les passerelles suspendues qui accompagneront son ascension. À 7h40, la structure est fixée au montant et à 8h50, les 4 criques hydrauliques commencent à actionner les leviers. La travée de 5200 tonnes amorce son ascension. Vers 10h30, alors que s'achève la 5e levée, la charpente de la travée centrale se met à pencher, puis à se tordre. Les 4 points d'ancrage cèdent un à un et la masse tombe dans le fleuve. Aussitôt engloutie sous les yeux de la foule de curieux et de dignitaires. Un grand cri de stupeur jaillit du milliers de poitrines. Venu là pour tourner les vues animées, le pionnier du cinéma canadien Ernest Ouimet est témoin du désastre. Il entend un bruit semblable au happement d'un énorme câble. Il voit ployer la partie extrême sud de la travée qui se penche ensuite vers la rive. Les ouvriers tombent de leur ouvrage comme du charbon d'une voiture. Les hommes sur l'ancre de la travée sont frappés par les débris qui s'échappent de la construction. Rapidement, une escouade de petits bateaux porte secours à ces malheureux qui luttent contre les flots. Ouimet raconte que les passagers du bateau furent stupéfiés, terrifiés de l'horreur et de l'inattendu de la catastrophe. On dit que lorsque la travée a cédé, par exemple, les 2 bras cantilevers ont vibré comme des coups de fouet. Il y a même des gens qui étaient sur les cantilevers qui ont été projetés hors des passerelles de béton et qui sont tombés dans le fleuve. Quelques-uns se sont noyés de cette façon. Au moment de l'accident, une quinzaine d'ouvriers et d'ingénieurs se trouvent sur la travée centrale et autant sur les travées nord et sud. La plupart parviendront à remonter à la surface et seront recueillis par des embarcations, comme Arthur Cadoret de Sillery. Mais le deuxième désastre du pont de Québec aura tout de même fait 13 morts et 14 blessés. Salut, Gratté! Comment vas-tu? On pourrait briser encore bien des cœurs dans des salles de bingo. Voilà, on est allergique aux peanuts, puis ça fait à peu près 25 ans qu'à chaque anniversaire, je lui donne une ONR. Bon voyage! Merci, c'est Bonjour. Voulez-vous l'essayer? Oui, ce serait bien. On s'attache. Surprenante. Dans chaque Honda Accord, Il y a un moteur Honda. Revivez les 50 dernières années d'Israël et découvrez les événements et les personnalités qui ont vu naître l'État juif. Tkouma, à la face cachée de l'histoire, mardi 21h sur Historia. Revivez les grandes batailles de l'histoire reconstituées avec un réalisme saisissant. Comme si vous y étiez. Gettysburg à champ de bataille, mercredi 21h sur Historia. La guerre du Vietnam. 2 idéologies s'affrontent. Plus de 8 millions d'Américains sont envoyés au front. Au moins 50 000 y laissent leur peau. Revivez ce moment charnière de l'histoire lors de la semaine guerre du Vietnam. Vietnam, un adroit mensonge, mercredi 22h sur Historia. Le légendaire Henri Guillemin, en exclusivité sur Historia. Alors quand Jeanne brandit ce nom, je suis la pucelle, Jeanne dit, je viens faire 2 choses et je suis commandé par le bon Dieu pour le faire. Je suis devant une fille un peu extraordinaire. Elle sait des choses que personne ne sait. Eh bien, cette fille, vous voyez, elle est un soldat parmi les soldats. Toujours sur la question de savoir si elle est une sorcière, si elle n'est pas une sorcière. Ce ne sont pas les Anglais qui ont brûlé Jeanne, c'est l'Église. Henri Guillemin raconte Jeanne d'Arc, jeudi 16h30 sur Historia. Belle trouvaille cet après-midi. Alors l'heure, c'est très important, c'est de 10 à 15 000 $. Vous êtes pas sérieux? Saint-Charles, jeudi 20h sur Historia.
Revivez les grandes batailles de l'histoire reconstituées avec un réalisme saisissant. Comme si vous y étiez. Champ de bataille, vendredi 20h sur Historia. La raison qui a été évoquée à la commission d'enquête, évidemment, comme la cause officielle de cette catastrophe, ça a été un défaut dans le moulage d'un support cruciforme de la travée. Alors, c'est une pièce qui aurait cédé sous la travée au moment de son ascension. Alors, comme la pièce a cassé, ça a fait déséquilibrer les chaînes et, évidemment, comme la travée centrale mesure 640 pieds de long, 110 pieds de haut, 88 pieds de large et qu'elle pèse 5200 tonnes, alors évidemment, ça ne prend pas un gros choc pour la déséquilibrer totalement. Elle est toujours au fond du fleuve puisqu'on ne l'a jamais récupérée. Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, il y a des scaphandriers qui sont descendus au fond pour mesurer l'épaisseur d'eau. On a arrêté la circulation maritime pendant 3 jours et lorsqu'on a constaté qu'il y avait une hauteur d'eau suffisante pour permettre aux bateaux de passer en toute sécurité, on a décidé de reprendre la circulation maritime. Dès le lendemain de la tragédie, la St. Lawrence Bridge Company déclare qu'une nouvelle travée centrale sera construite à ses frais. Malgré la rareté de l'acier et de la main-d'œuvre en temps de guerre, et après 1 an de travaux accélérés dans une usine déjà modifiée pour fabriquer des armements, on parvient à livrer une travée centrale toute neuve. Le lundi 17 septembre 1917 s'amorce pour une 2e fois l'opération la plus périlleuse de l'histoire du génie civil canadien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir monter la travée, mais il y en a aussi beaucoup qui sont venus pour la voir tomber. Alors évidemment, ces gens-là ont été déçus puisque ça a fonctionné. Alors on a mis toutes les chances de notre côté. En 1917, on a réparti l'opération sur 4 jours. Et même en quittant l'anse de Sillery, le curé Mégoire, qui était le curé d'une paroisse voisine, qui avait plusieurs de ses paroissiens qui travaillaient au pont de Québec, alors était sur la travée centrale et a fait le trajet de Sillery jusqu'au pont en portant ses habits sacerdotaux et l'ostensoir. Et on dit que beaucoup d'ouvriers avaient même accolé sur la travée des images saintes et aussi des médailles. En cette première journée d'opération, les ouvriers procèdent à 12 montées de 2 pieds. Le lendemain, c'est 22 montées. Et la journée du mercredi, 26 montées sont effectuées. Et si tout va bien, on prévoit terminer l'opération au cours de l'après-midi du jeudi 20 septembre. Ce jour-là, avant même que la section centrale soit fixée, les ouvriers des 2 rives se précipitent les uns vers les autres pour être les premiers à traverser le pont de Québec. Toute la ville de Québec fête le grand événement. La catastrophe que tout le monde appréhendait ne s'est pas produite. C'est l'allégresse. On dit que les ouvriers sont tombés dans les bras les uns des autres. On a porté les ingénieurs en triomphe. La centaine de bateaux qui étaient à l'ancre depuis le lundi matin précédent, alors tous ces bateaux-là sont passés sous le pont en faisant entendre le bruit de leurs sirènes. C'est 1 mois plus tard que le premier train transportant 400 invités de la St. Lawrence Bridge traverse le pont en grande pompe. Le premier convoi régulier empruntera la voie ferrée en direction du Québec le 3 décembre 1917. Mais l'inauguration officielle du pont devra attendre la fin de la guerre. Le 22 août 1919, on profite d'un voyage au Canada du prince de Galles pour lui demander d'inaugurer le pont de Québec. Dans les journaux du soir, on peut lire que le prince a démontré beaucoup d'intérêt pour le pont, qu'il a questionné les ingénieurs et qu'il a tenu aussi à faire son discours en français. La cérémonie grandiose qui marque l'événement se veut bien entendu un hommage à l'Empire britannique, ainsi qu'une grande réjouissance populaire, célébrée 1 an après la fin de la Première Guerre mondiale. D'abord réservé aux trains et aux piétons, le pont de Québec sera modifié en 1929 pour accommoder la circulation routière, car le Québec compte alors près de 170 000 véhicules à moteur. La première automobile à circuler sur le pont l'a fait officiellement le 22 septembre 1929. Alors, on se doutait qu'on allait ouvrir le chemin sur le pont de Québec, mais ça n'avait pas été annoncé. Donc, à 8 heures du matin, le 22 septembre 1929, on a déplacé les pierres qui bloquaient le passage
Et on raconte qu'à peu près toutes les personnes qui possédaient de voitures dans la région de Québec ont voulu venir essayer le nouveau chemin sur le pont. Et en cette journée d'ouverture, ça a même créé un embouteillage. 2 autos pouvaient se rencontrer, mais dès que survenait un camion ou un autobus qui excédait la largeur normale d'une voiture, il y avait un système de signaleurs qui se communiquait par téléphone. On arrêtait la circulation dans un sens pour permettre aux véhicules plus larges de passer et par la suite, on pouvait reprendre la circulation dans les 2 sens. Il fallait payer pour traverser sur le pont et c'était très dispendieux. Ça coûtait 50 sous pour l'auto et 10 sous par passager en 1929. Et le pont a été payant jusqu'au 1er avril 1942. Au début des années 1970, un deuxième pont, de facture plus moderne évidemment, a été bâti tout à côté pour désengorger la circulation automobile entre les 2 rives. Mais si à titre d'ingénieur, j'admire tout autant l'audace et la pureté des lignes de nouveaux ponts, le vieux pont de Québec demeure pour moi la 8e merveille du monde. Lorsqu'on fait une construction, évidemment, aujourd'hui comme autrefois, c'est quand même l'ingénieur qui scelle les plans, qui met son approbation sur les plans. Donc, les ingénieurs en structure ont habituellement la pleine responsabilité des structures qu'ils construisent. Donc, c'est vrai aujourd'hui parce qu'il y a un ordre professionnel et c'est bien encadré. Et à l'époque, évidemment, c'était l'ingénieur qui était pleinement responsable des travaux qui se déroulaient sur le pont. Donc, ça mettait beaucoup de pression, en même temps aussi beaucoup de fierté quand les gens réussissent à construire l'ouvrage, mais la fierté aussi, le bénéfice leur revient. À ce moment-là, par exemple, ici au Québec, il y a un partage de responsabilités avec l'entrepreneur général, l'entrepreneur qui fait la construction du pont. Lui aussi doit s'engager des ingénieurs qui vont s'assurer que le pont pourra être construit d'une façon sécuritaire. Si on s'est mis à attacher de plus en plus d'importance à la sécurité des travailleurs sur les chantiers et à instaurer des règles et des mécanismes pour les protéger, cela n'a pas empêché nombre de tragédies de se produire au 20e siècle, particulièrement sur et sous les ponts. La technologie des ponts a évolué quand même grandement au niveau des années, tant dans les méthodes de construction que dans les matériaux. Par exemple, si on prend les ponts en acier, dans les années autour des années de la dernière guerre mondiale, on avait la difficulté d'avoir des aciers de bonne qualité. Il y a plusieurs ponts qui ont été construits au Québec avec un acier qui est reconnu pour être fragile à basse température. Donc, il y a un cas assez particulier qui est le pont de Trois-Rivières, qui est un pont qui a été construit dans, je pense, la fin des années 40, et puis qui, par un soir d'hiver en février, je crois, un soir très froid, s'est effondré. Et c'était un pont qui avait été inauguré par le premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, qui avait dit qu'il était aussi fort que l'Union nationale. Quand il s'est effondré, évidemment, c'était les communistes qui en étaient les premiers responsables. Toujours à Trois-Rivières, le 7 septembre 1965, 12 ouvriers meurent dans l'explosion d'un caisson d'une section du pont La Violette, alors en construction. Toute cette histoire à la fois terrible et grandiose doit nous servir de leçon. Leçon de persévérance, bien sûr, mais aussi leçon d'humilité. Car le génie humain a beau nous avoir menés sur la Lune, il n'est pas infaillible pour autant. Près de 100 personnes ont payé de leur vie la réalisation du pont de Québec. Historiquement, j'ai constaté que la vie des travailleurs a longtemps été considérée comme une valeur relativement négligeable. Mais aujourd'hui, les nouvelles normes de sécurité et les nouveaux outils mis à notre disposition permettent de sauver des vies. S'il tente à dominer les éléments, à aller toujours plus haut, plus loin, plus vite, l'homme n'en sera pas moins toujours assujetti aux lois fondamentales de la nature. Oui, les ingénieurs ont réussi d'innombrables exploits, repoussant toujours plus loin les limites du possible. Mais comme tous les pionniers, ils doivent reconnaître leurs propres limites. Comme en témoignent les tragédies du pont de Québec. Et comme je plais à me le rappeler à chaque fois que je contemple ma bague d'ingénieur, même si son origine tient plus à la légende qu'à la réalité, nous tous, ingénieurs, avons une responsabilité énorme à supporter. Plus lourde encore que tous les ponts du monde. Celle de vie humaine.